Hello and welcome to another episode of India and Global Left. Merci beaucoup. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Cornel West. Le professeur West est un philosophe, théologien, militant politique, homme politique, critique social et auteur américain. Il a été candidat indépendant à l'élection présidentielle américaine de 2024 et représente une voix importante de la gauche, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Professeur West, bienvenue à Indian Global Left. C'est un véritable plaisir de vous recevoir. Mon frère, c'est une bénédiction et une joie pour moi d'être ici. Ma chère épouse Anaïta et moi te regardons régulièrement pour obtenir une analyse et une vision du monde profondément ancrée à gauche. Je te salue et je crois du fond de mon cœur, mon ami, que tu es une force du bien à bien des égards. Merci beaucoup. Je voulais parler de politique, mais j'ai pensé que nous pourrions commencer par quelques questions philosophiques, auxquelles j'essaye de donner un sens. Pourrions-nous commencer par vos réflexions sur le concept, l'idée, ou même le processus appelé démocratie? J'ai lu votre livre, Democracy Matters, et les sujets que vous y abordez, le militarisme américain, l'oligopole des grandes entreprises, le fondamentalisme religieux et la manière dont ces forces ont vidé de sa substance ce que vous appelez la démocratie américaine, m'ont profondément marqué. Je me demandais pourquoi le professeur West n'a pas choisi d'aborder ces questions à travers le mot « justice » et a plutôt utilisé le titre « democracy ». Car, vivant dans une démocratie électorale en Inde et observant ce qui se passe aux États-Unis, j'ai du mal à concevoir la démocratie ou le processus démocratique de manière substantielle si elle est dépourvue de justice. Quel est donc le lien entre la justice et la démocratie? Et pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre intitulé Democracy Matters? Eh bien, c'est très aimable à vous de mentionner ce livre. Il a été publié il y a 21 ans. Mon Dieu, mon Dieu. Bien sûr, j'aurais pu l'écrire hier soir, vu la cupidité organisée, la haine instrumentalisée et l'indifférence banalisée envers les faibles et les vulnérables que nous voyons dans l'Amérique fasciste. Mais voyez-vous, je pense que l'élément essentiel pour moi, mon frère, c'est que je viens de la lutte pour la liberté des Noirs. Et cette lutte parle avant tout de liberté, un peu comme la tradition marxiste. Voyez-vous, il n'y a pas vraiment de tradition marxiste qui parle de justice. On trouve à peine le mot justice dans tout le corpus de Marx. Il parle de liberté, en partie à cause de l'influence hégélienne, mais aussi parce que la liberté est un concept bien plus englobant. La justice a été principalement un discours lié aux régimes libéraux, néolibéraux et sociodémocrates. Et c'est très bien ainsi, car la justice a son rôle. La justice a bien sûr des racines profondes dans les écritures hébraïques. Justice, justice, tu pratiqueras la justice, à cet égard. Mais la liberté est très différente, car lorsque l'on regarde le monde depuis la position de l'esclavage, de la dégradation et de l'humiliation, lorsque son humanité est radicalement remise en question, alors les enjeux de la libération de ces mensonges et de cette tyrannie psychique vont de pair avec la lutte pour la liberté sociale, la liberté économique et la liberté civique. Ainsi, la démocratie devient un terme secondaire qui concerne notre respect de nous-mêmes, notre autodétermination et notre autodéfense. La manière dont nous tentons de créer des conceptions de la société dans lesquelles le pouvoir appartient au peuple. Et c'est Demos Kratos, le pouvoir du peuple, de ceux que les derniers appelleront les gens ordinaires. James Cleveland, le grand chanteur de gospel, les appelait des gens ordinaires. Shirley Chisholm disait qu'il fallait, pour l'amour de Dieu, donner plus de pouvoir au peuple. Le Black Panther Party disait « pouvoir au peuple », afin que la liberté soit au centre. Mais c'est pour cela que l'amour est si important pour le mouvement de libération noire, voyez-vous, car il n'y a pas d'émancipation possible face aux mensonges suprémacistes blancs sur soi-même.
sans parler des liens entre suprématie blanche, capitalisme prédateur et tendance impérialiste, ces tentacules qui s'étendent à travers le monde. Mais il n'y a aucune possibilité de rejoindre un mouvement de libération si l'on n'est pas libéré des mensonges suprémacistes blancs et des sensibilités capitalistes prédatrices. C'est donc à la fois spirituel et psychique. On rejoint alors le mouvement de libération. Et la première question que l'on pose concerne le contrôle de la police, le contrôle des mécanismes de répression, le contrôle du lieu de travail et le contrôle de sa communauté. Le mouvement de libération noire n'a donc jamais vraiment trouvé sa place dans aucun des isthmes de l'Occident, ni dans ceux du courant dominant américain. Mais la règle du peuple, le peuple ayant le contrôle, un contrôle démocratique, social, public, ce sont ces choses-là qui résonnent en moi. Et c'est pourquoi, vous savez, j'ai fini par faire partie du mouvement socialiste démocratique en remontant jusqu'à la DSA en 1982. C'était il y a 43 ans. Et j'étais là avec Michael Harrington, le grand Stanley Aronowitz, Barbara Ehrenreich, Dick Denich et tant d'autres qui étaient impliqués, chacun apportant sa propre perspective. Puis Mani Marable et moi, avec Sœur Paula et les autres, nous abordions cela à travers le mouvement de libération noire. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est de cela qu'il s'agissait dans ma campagne, vous voyez. Ma campagne portait sur quoi? L'abolition de la pauvreté, l'abolition de lycées, le démantèlement des monopoles financiers, le démantèlement des monopoles des grandes entreprises technologiques, le démantèlement des monopoles industriels. Eh bien, voyez-vous, c'est le contrôle par le peuple. C'est le contrôle démocratique. Maintenant, Debs en parlait en termes de quoi? De la nationalisation de l'industrie. C'est son langage parce que c'était l'ancien langage. Mais la nationalisation peut facilement être formulée de manière à ce que le peuple lui-même n'ait plus de voix. Pourtant, la nationalisation a du sens lorsqu'on la comprend comme une forme de démocratie. Contrôle public, ou contrôle social, ou contrôle populaire. Mais si tu ne t'attaques pas aux autres dimensions de l'héritage de la suprématie blanche, mon frère, alors de mon point de vue, je vais formuler une critique. Et cela a toujours été, tu sais, ma critique envers mon cher frère Bernie Sanders, ou même maintenant mon cher frère Soran Kwame, j'aime toujours glisser ce Kwame là-dedans, parce que tu peux pas répondre aux besoins de la communauté qui m'a vu naître. Peuples africains, peuples noirs. Et tu comprends cela en Inde aussi, en lien avec les Dalits, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle simplement de classe, on ne traite pas la question des Dalits. Bien sûr, il faut s'attaquer à la pauvreté, bien sûr, il faut s'attaquer aux inégalités de richesse, et ainsi de suite. Mais il faut aussi s'occuper de la liberté psychique des précieux Dalits, alors qu'ils tentent de surmonter la suprématie brahmane, et ainsi de suite. Ce sont donc ces questions qui m'ont toujours animé, et c'était le travail dans Democracy Matters. Comme tu le sais, c'était le 2e volume. Il y a Race Matters, et il y a Democracy Matters, tous deux inextricablement liés, en aucun cas identiques, mais profondément inséparables. Je me demande comment tu as réfléchi à ce débat sur l'identité en tant qu'outil de mobilisation, ou comment tu l'as perçu. Je veux dire, il y a eu un débat au sein de la gauche sur l'efficacité ou non de cette approche. Certains à gauche ont complètement abandonné la question de l'identité, et je ne pense pas que ce soit utile du tout. Mais pour ceux d'entre nous qui la considèrent comme un enjeu très important, la question des stratégies de mobilisation reste ouverte. En Inde, par exemple, le penseur dalit Anand Teltumbde affirme que d'un côté, cela devient un outil efficace. La mobilisation dalit elle-même devient une manière très efficace de lutter contre le brahmanisme. Itself becomes a very effective tool to fight Brahmanism. On the other hand, it
D'un autre côté, cela peut te piéger ou t'éloigner de tout le projet que l'on appelle l'anéantissement des castes en Inde, car la mobilisation elle-même prend la forme de la caste. Et je suppose qu'il en va de même pour la question raciale. Donc, en tant que personne de gauche et issue de la tradition noire, que ressens-tu en voyant ces débats? D'un côté, ils tombent dans des binarités très réductrices. Ton propre entretien avec, je crois que c'était Jimmy Dore, a été tellement frustrant, étant donné le refus même d'admettre que la race compte. Et d'un autre côté, c'est effectivement une question sérieuse. Ce n'est pas aussi puéril qu'on le présente parfois sur les campus universitaires. J'aimerais donc entendre ton point de vue. Quelle est ta réflexion sur ces débats que nous voyons émerger? What is your reflection on these debates that we are seeing around? Oui, non. J'apprécie aussi cette question. Mais d'abord, commençons par un niveau de base. Chaque être humain possède un ensemble d'identités. Et l'un des aspects les plus fondamentaux de l'identité humaine est le désir de protection, le désir d'association et le désir de reconnaissance. Les gens vont se sentir en résonance dans des contextes où ils se sentent protégés, à commencer par la mère et le père, la famille, la communauté, et ainsi de suite. Le désir de reconnaissance signifie que les gens ont le sentiment d'appartenir, d'être acceptés et accueillis. Et puis il y a le refus d'association, le sentiment que par le fait d'appartenir à un groupe particulier, la vie peut plus facilement s'épanouir et prospérer. Ainsi, cette protection, cette association et cette reconnaissance vont circuler de multiples façons selon des circonstances historiques précises. Maintenant, lorsque vous avez été façonné, disons, aux États-Unis et dans l'Empire américain par une civilisation blanche suprémaciste, chronique et barbare, réduit en esclavage pendant 244 ans puis soumis aux lois Jim Crow pendant encore 100 ans, et que tous les 2 jours et demi, un homme, une femme ou un enfant noir est lynché, alors la protection que vous recherchez se trouvera dans une communauté qui peut la fournir. Étant donné les conditions de ségrégation, bien sûr, la question raciale aura du poids. Nous savons désormais que la race n'a aucun fondement scientifique en tant que concept, mais qu'elle est vécue, légalisée et institutionnalisée dans des modes de vie. Il en va de même pour la reconnaissance. Qui va reconnaître ton humanité? Avec qui vas-tu t'associer pour obtenir une protection? En ce sens, la race aura toujours un poids majeur dans toute société suprémaciste blanche. Il en serait de même dans une société de Dalits et de Brahmanes, et ainsi de suite. Je dirais la même chose du patriarcat et d'autres structures similaires. Mais il ne s'agit pas de cette petite politique identitaire superficielle et fade, associée à la politique libérale et néolibérale, celle qui ne fait que mobiliser ces communautés pour défendre le capital afin de diviser et de régner. Ainsi, on ne peut pas obtenir une classe ouvrière unie. On ne peut pas unir des peuples économiquement exploités par leurs patrons. Il en va de même sur la scène internationale, pour les peuples colonisés. Fanon et bien d'autres nous l'ont enseigné. Le Grand Dubois nous l'a très bien montré. La question devient donc, lorsque nous parlons de mobilisation, de tout ensemble de stratégies et de tactiques, quelles sont les visions et les analyses sous-jacentes qui les inspirent? C'est ce que Fanon pouvait à juste titre soutenir. Bien sûr, il faut s'organiser en tant que nation contre les forces impérialistes extérieures. Mais une fois qu'on les a repoussées, les luttes de classe continuent, avec une élite néocoloniale souvent alliée au capital international pour subjuguer les anciens colonisés, les transformant en travailleurs qui demeurent pauvres, tandis que la bourgeoisie néocoloniale prospère. Ainsi, chaque contexte doit être analysé à la lumière de ce que Gramsci appellerait une conjoncture historique. En ce sens, je n'ai jamais vraiment participé au petit dialogue sur la politique identitaire. C'est pourquoi j'ai été très critique envers des frères comme Coates et d'autres, que je respecte pour avoir fait entendre leur voix. Mais chaque fois que l'on fétichise la suprématie blanche,
sans pouvoir la relier, sans pouvoir l'ancrer, dans les modes de production capitalistes prédateurs et les tentacules impériaux de ces sociétés capitalistes, on finit simplement par intégrer des gens dans des régimes libéraux et néolibéraux, avec des visages noirs aux postes élevés, tandis que les masses noires continuent de mener des vies de ruine et de désastre. C'est le langage de Marcus Garvey. Je suis très critique à l'égard des sensibilités impériales de Garvey et de son refus d'affronter le capitalisme. Mais lorsqu'il dit que les masses de Noirs qui mènent des vies de ruine et de désastre aux États-Unis et que le principal problème des Noirs est la désorganisation, Garvey a raison sur ce point. J'ai simplement une analyse très différente, que beaucoup qualifieraient de plus gauchiste. Mais j'essaie de regarder le monde depuis le point de vue de ma propre communauté, celle qui m'a façonné. Je viens du côté chocolaté de Sacramento. Je viens de la famille West, Irene et Cliff, Cynthia et Cheryl. Je viens de l'église baptiste de Shiloh, où les pasteurs aimaient le peuple. Le Black Panther Party était juste à côté. J'ai été profondément marqué par le Black Panther Party. Et j'ai essayé de rester fidèle à ma compréhension de ce que signifie être un être humain. Un homme noir, un Africain du Nouveau Monde, confronté au bombardement vicieux de la suprématie blanche et de l'exploitation capitaliste, et aux manières dont cela a façonné le monde entier à l'image des sociétés européennes et transatlantiques capitalistes. Je réfléchis aux formes de résistance que l'on peut proposer, liées à la révérence, quelque chose de plus grand que le simple ego des dirigeants ou de quiconque, et liées à la ressemblance avec les grands qui nous ont précédés, ceux qui ont essayé de dire la vérité. L'une des choses qui me dérange parfois dans les conversations aux États-Unis à propos de la tradition noire, c'est que les traditions radicales que nous avons vues récemment, enfin, dans la mesure où on peut les qualifier de radicales, mais appelons-les ainsi pour l'instant, je parle du mouvement Sanders et de toutes les composantes qui se sont réunies pour le créer. Je ne pense pas nécessairement à Bernie Sanders lui-même, mais au mouvement venu de la base qui s'est rassemblé pour que cela se produise. Et récemment, à New York, l'un des récits dominants est que la tradition noire est absente, ou du moins absente en tant que tradition noire en son sein. Nous avons reçu le professeur Gerald Horne et nous avons discuté de l'histoire de la manière dont la tradition radicale noire a été écrasée en remontant jusqu'au Black Panther Party. J'aimerais donc vous demander, en tant que penseur issu de cette tradition, comment vous percevez la forme actuelle de la tradition radicale ou les manifestations contemporaines de la tradition radicale noire? Cela me perturbe vraiment quand les gens disent que tout ce qu'il reste de la tradition noire aujourd'hui, c'est l'action affirmative ou la DEI, ou simplement la capitulation face au Parti démocrate établi. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer ainsi. Quelles sont donc, selon vous, les traditions radicales qui vous donnent encore de l'espoir? Oui, en effet. Eh bien, tout d'abord, je tiens simplement à saluer mon cher frère Gerald Horne. C'est l'un des plus grands historiens vivants. Il regarde le monde précisément à travers la même lentille que celle par laquelle j'essaie moi-même de le regarder. C'est mon cher frère, mon cher camarade, et il a toujours été constant dans sa vision radicale. Mais il existe d'autres penseurs radicaux. Le frère Robin Kelley est un penseur radical sérieux à cet égard. Mais il est vrai que la tradition radicale noire est aujourd'hui très affaiblie. Il n'y a aucun doute là-dessus, elle est très affaiblie, parce que tant de mouvements et de dirigeants ont subi des assassinats littéraux, ont été incarcérés. Mumia Abu-Jamal est l'une des grandes voix radicales noires encore en vie, mais il est incarcéré depuis plus de 3 décennies. C'est mon cher frère.
J'ai eu la chance d'écrire des préfaces à ces livres puissants. Mais les assassinats, les incarcérations, les pièges et l'emprisonnement de tant de nos dirigeants, puis les campagnes de diffamation menées contre eux parce qu'ils sont jugés trop utopiques, trop éloignés du champ du possible, font que les héritages de Paul Robeson, W.B. Du Bois, Ella Baker, Fannie Lou Hamer et d'autres sont relégués au second plan. Je veux dire, le remarquable livre de Barbara Ransby sur Ella Baker en est un excellent exemple. Et Barbara, à sa manière, fait partie de la tradition radicale noire, même si nous avons parfois un certain nombre de désaccords. Mais pour moi, il s'agit simplement de vérité, de liberté et de justice. Autrement dit, il faut dire la vérité. Et peu importe à quel point ton mouvement est faible, tu dois quand même dire la vérité. C'était vrai avec Obama. Les gens essayaient de le présenter comme un grand exemple. Il était simplement comme Andrew Davis en ce sens. Nous t'aimons, tu as été magnifique, tu as été courageux, mais tu as tort sur ce point. Cela ne fait pas partie de la tradition radicale noire. C'est juste un autre néolibéral noir qui va capituler, se soumettre et s'incliner devant Wall Street et les grandes entreprises technologiques et faire passer ses politiques impériales avec, quoi, 6-7 guerres en même temps, 25 000 bombes larguées, et il a reçu un prix de la paix. Eh bien, il faut dire la vérité. Les gens pensaient qu'à cette époque, Brother Tavis Smiley et moi traversions simplement la pauvreté aussi. Nous étions critiques envers Obama, critiques envers les drones, critiques envers les guerres. D'une certaine manière, cela a été perçu comme une question d'animosité personnelle. Non, non. Nous essayons de maintenir en vie le meilleur de la tradition radicale noire qu'on a tenté d'enfouir. Et ce n'est pas un hasard si lorsque le mouvement Occupy a émergé il y a environ 14 ans, puis que le camarade Bernie est arrivé, ils l'ont fait d'une manière où leur base sociale n'était pas la communauté noire la plus radicale, la communauté la plus radicale de l'Empire américain, à savoir la communauté noire. Cette communauté avait été endormie par des dirigeants noirs néolibéraux comme Obama et ses alliés. Alors Bernie arrive avec sa formidable critique de la cupidité de Wall Street, sa formidable critique de l'inégalité de richesse grotesque. Mais en substance, il proposait des programmes de pouvoir libéraux inspirés du New Deal. Et d'une certaine manière, il se rapprochait des programmes de la grande société de Lyndon B. Johnson. Il ne faisait pas campagne sur une plateforme socialiste. Il le sait. J'étais avec lui lors des 2 campagnes. Nous en parlions tout le temps. Une plateforme socialiste consiste à démanteler les monopoles. Il s'agit du contrôle populaire de l'industrie, de la finance, des grandes entreprises technologiques et du monde du travail. Rick Wolff, un autre grand économiste marxiste-socialiste, comprend cela en termes de contrôle des travailleurs sur leur lieu de travail. Mais il faut aussi relier cela à la lutte contre la suprématie blanche. Nina Turner, moi-même et d'autres n'avons pas réussi à rompre le lien entre la direction néolibérale noire et le peuple noir, car beaucoup de Noirs ordinaires ont abandonné le système depuis longtemps. J'enseigne dans les prisons depuis 47 ans, et la plupart des frères là-bas voient clair dans la corruption. Ils voient à travers toute la manipulation et l'hypocrisie. Ils ne participent pas. Ils ne croient pas qu'il existe une véritable alternative sérieuse qui pourrait fonctionner. Alors ils doivent se débrouiller et survivre, mais ils ne vont pas participer ni être complices de la corruption. La campagne de Bernie a été très importante, mais sa base sociale n'était pas la communauté noire. Il y avait des segments, des voix comme la mienne, mais ce n'était pas la communauté noire. Et qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'il n'allait pas trop parler de la police. Maintenant, beaucoup d'entre nous sont allés en prison. J'ai eu la chance d'y aller avec Carl Dix du Parti communiste révolutionnaire et Jim Fredos, ainsi qu'une multitude d'autres, pour avoir mis fin aux fouilles et aux abus policiers ici à New York.
C'était il y a 14 ans, sous Bloomberg. Obama est venu à New York et a dit « Bloomberg est le meilleur maire que je connaisse ». Comment peut-il être le meilleur maire que tu connaisses alors qu'il met en prison des hommes et des femmes noirs et bruns, surtout des frères noirs et bruns, par milliers? C'est parce qu'ils ne comptent pas. Et c'est toujours un signe. Génocide à Gaza, les Palestiniens ne comptent pas. Expropriation de terre en Cisjordanie, vol de terre, on le voit dans No Other Land, ce film. Ils ne comptent pas dans le discours. Le New York Times est pareil. Les Noirs pauvres ne comptent pas. Ils se préoccupent de la classe moyenne noire. Ils se préoccupent des dirigeants noirs. Ils se préoccupent de ceux qui participent déjà au discours libéral et néolibéral dominant, vous voyez. Et donc, vous avez tout à fait raison. Quand mon cher frère Saran arrive, c'est un frère brillant. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'aime bien. Son père, bien sûr, fut une voix essentielle dans les luttes anticoloniales en Afrique, chassé par un gangster, Idi Amin, qui était lié à la CIA et menait ses propres formes de répression contre la gauche. Puis sa mère, une artiste et réalisatrice merveilleuse, et ainsi de suite. Mais que voyez-vous, avec le frère Saran, on assiste à cette mobilisation, et il fait partie du camp de Bernie, mais reste incapable de s'ancrer profondément dans la communauté noire. Pourquoi? Que dit-il à propos de la police? Eh bien, Jessica Tisch, quoi? Un état de surveillance fournissant des données à l'administration Trump pour l'ICE. De quoi parle-t-on? Ouvrir la porte au stop and frisk. De quoi parle-t-on? La famille, les promoteurs immobiliers, et on est censé critiquer la cupidité des promoteurs immobiliers. Allons, mon frère. Vois cela du point de vue du mouvement de libération des Noirs. J'étais, bien sûr, un fervent partisan du frère, mais toujours avec un regard critique, car le problème, tu vois, c'est que si tu regardes l'Amérique principalement à travers le prisme des immigrants volontaires, mon frère, tu vas adopter une mentalité de colon. Et sa base, qui est très souvent composée de gentrifieurs notables, a une sensibilité de gentrifieur. Alors, quand tu te lèves pour faire un discours et que tu commences avec Debs, c'était magnifique. J'adore Eugene Debs. Debs est mon frère maintenant. Tant qu'il y aura une classe inférieure, j'en ferai partie. Tant qu'il y aura un élément criminel, j'en ferai partie. Tant qu'il y aura une âme en prison, je ne serai pas libre. Ça, c'est Debs, non, c'était en Mont 18 quand il a prononcé ce grand discours. Mais Debs appelait à la nationalisation de l'industrie. Donc je veux dire, tu n'as rien à voir avec le projet de Mudiyar Jyothishman. Ce n'est pas geler les loyers et rendre les bus gratuits rapidement et tout ça. Non, Debs était un socialiste. Soyons honnêtes à ce sujet. Norman Thomas aussi. Mon cher frère Michael Harrington également, qui appelait à la socialisation de l'industrie et à la propriété publique, et ainsi de suite. Alors tu as le frère Mudiyar là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'Amérique, New York est une ville d'immigrants. Non, c'est pas vrai, mec. Ne raconte pas ce mensonge. New York a été construite par des immigrants. Non, c'est pas le cas. Les immigrants ont joué un rôle important dans sa construction, mais ce n'est pas eux qui l'ont bâtie. D'abord, il fallait avoir la terre, le génocide des peuples autochtones. Ensuite, il fallait la base économique de ton économie nationale, qui était l'esclavage des Noirs. Ce sont là des facteurs, des éléments, des caractéristiques fondamentales de la construction de New York. Ensuite, bien sûr, sont venus les immigrants, les volontaires. Et garde bien à l'esprit, mon frère, que Saran et sa propre famille ne seraient même pas ici sans le mouvement de libération des Noirs. Parce qu'en 1965, il y a eu la loi sur l'immigration qui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a repoussé la loi suprémaciste blanche de 1924 qui limitait l'immigration aux Européens du Nord et de l'Ouest et a déclaré « Ouvrez-la au monde ».
Elle devait désormais reposer à la fois sur les compétences et les liens familiaux, et non plus sur la race et l'ethnicité. C'est le mouvement de libération des Noirs qui a rendu cela possible. C'est précisément ainsi que les immigrés de toutes les couleurs, avec toute leur splendeur, leur beauté et leur richesse, sont arrivés ici. Je suis heureux qu'ils soient là. Je suis heureux que Saran soit là. Je suis heureux que sa mère et son père soient là. Je suis heureux que tous ces différents peuples soient là, musulmans, chrétiens, athées, et ainsi de suite. Mais ne pas voir que le mouvement de libération des Noirs a rendu cela possible et finir par dire non, c'est le moment des immigrés. Voilà le problème. Attends une minute. Attends une minute. Fais attention à ton langage, mec. Fais attention à ton langage. Les navires négriers, des navires négriers barbares, se rendant à des ventes d'esclaves barbares, en route vers des plantations d'esclaves barbares, pas des immigrants. Si tu n'arrives pas à suivre les actions et les souffrances de ces personnes précieuses en particulier, les Noirs, les Africains, alors il manque quelque chose. Et ensuite, tu te demandes pourquoi la communauté noire ne fait pas du breakdance pour toi. Bien sûr, ils adoptent la mentalité de colons, ils adoptent la mentalité de gentrifieurs, mais ils ont quand même voté à 57%, parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Et je soutenais toujours le frère Saran, parce que je sais que tu vois, bien sûr, c'est un antiraciste. Nous le savons, Bernie est antiraciste. Mais Bernie ne pouvait pas mettre en avant la situation du peuple noir de cette manière. Et c'est l'une des choses que nous avons pu faire pendant la campagne. Nous n'avons simplement pas réussi à décoller, parce que nous vivons un moment d'ascension du néofascisme si puissant que les gens n'étaient pas intéressés par une alternative de gauche. Ils cherchaient à soutenir la criminalité de guerre du Parti démocrate et celle de Kamala Harris. Ainsi, le génocide était quelque chose qu'on pouvait simplement ignorer. Toute personne qui soutient un génocide n'a absolument aucune autorité morale. Soyons clairs à ce sujet. Et il y a d'autres raisons. Nous pourrions parler d'Haïti et bien sûr de ce qui se passe en ce moment au Soudan et dans l'Afro-Commune. Dieu merci pour le Black Agenda Report avec le frère Anthony, la sœur Margaret et les autres qui essayent d'en assurer le suivi. L'héritage, le grand héritage de Glenn Ford, avec qui j'avais l'habitude de me rencontrer chaque mois pour avoir des dialogues fascinants. Je prendrais une balle pour lui, il prendrait une balle pour moi. Il est bien plus, tu sais, un frère révolutionnaire laïque, et moi je suis plutôt un révolutionnaire chrétien. Mais nous nous aimons et nous nous aimerons toujours. Pour moi, c'est essentiel pour essayer de rester fidèle à la vérité, mon frère. Et la condition de la vérité, c'est de permettre à la souffrance de s'exprimer, partout. La souffrance des immigrés, absolument. La souffrance de la classe ouvrière, absolument. Mais si tu n'inclus pas l'ensemble des personnes qui souffrent, en particulier les Noirs, tu finiras avec un projet tronqué. Et donc je pense que Serrano en est encore assez tôt dans le processus pour apprendre et réagir, parce que c'est un frère brillant. Je pense qu'il a un cœur très décent, et ainsi de suite. Mais nous sommes tous façonnés par notre contexte. Nous sommes tous façonnés par nos situations. Et c'est pas seulement lui. Je pense que c'est vrai pour les soi-disant socialistes démocrates. Je dis soi-disant parce que, je veux dire, une grande partie du socialisme démocratique de nos jours est en réalité du libéralisme du New Deal et du libéralisme de la grande société, de solides programmes sociaux-démocrates que je soutiens. Mais ce n'est pas du socialisme au sens où l'entend le plus large, ce que le frère Norman Finkelstein appelle la gauche historique. Le frère Norman, il a raison là-dessus maintenant. La gauche historique. Le capitalisme ne peut pas satisfaire les besoins fondamentaux, la nourriture, le logement, un salaire décent, des communautés sûres, et ainsi de suite. Et il faut être critique envers ceux qui élaborent des stratégies et des tactiques qui ne font que le renforcer
même si nous finissons tous par soutenir la réforme comme moyen d'appeler à une transformation plus fondamentale. Et alors, à quoi cela conduit-il? Pour moi, on ne se retrouve pas simplement avec un isme. J'ai toujours fait partie d'une organisation socialiste démocratique. Mais ce n'est pas seulement un isme. C'est un amour et un engagement envers le bien-être des plus démunis, les pauvres et les travailleurs, et la volonté de s'assurer qu'ils soient au centre. Pas les oligarques, pas les plutocrates, pas le marché boursier, mais les conditions et les circonstances des travailleurs et des pauvres. C'est cela, le cœur du sujet, et pour moi c'est une question morale et spirituelle. Je fais simplement le point sur le temps qui m'a été accordé. J'ai tellement de questions, mais je suis très tenté d'en poser une rapide sur ce segment avant de passer à la suite. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, mon frère. Oui, bien sûr. Oui, donc je réfléchissais à ton commentaire sur la liberté. Et il est absolument vrai que les communautés les plus opprimées, les Dalits, les Noirs aux États-Unis et bien d'autres, nous montrent cette vérité. Peuples autochtones, oui, oui. La liberté a été l'axe central de la mobilisation, car l'expérience immédiate est celle de l'oppression. C'est tout à fait vrai. Cela dit, je suis également conscient que le mot liberté, comme vous l'avez souligné à propos de la justice, que la justice peut être envisagée dans des termes politiques très étroits, a une signification plus large lorsque nous parlons de justice sociale. De même, la liberté a été détournée et abusée de toutes sortes de manières. Pour les néolibéraux, la liberté est avant tout la liberté des entreprises. Pour ceux d'entre nous qui se concentrent sur l'économie politique internationale, le mot « liberté » a surtout signifié la liberté de la finance internationale d'entrer et de sortir. Et c'est pour cela que la Chine est qualifiée d'autoritaire. Je veux dire, l'une des principales raisons à cela, ce sont les stricts contrôles des capitaux. On peut penser au mouvement d'extrême droite, où la liberté signifie quelque chose de complètement différent et où il mobilise également les gens. D'une certaine manière, il y a une participation politique dans les mouvements fascistes. Donc, j'essaie de réfléchir avec toi au fait que lorsqu'on considère la totalité des choses, la liberté va être limitée. Elle ne peut pas être. On peut penser à la liberté d'expression, et je comprends qu'elle puisse être illimitée pour tout le monde, à l'exception d'un très petit nombre de cas, peut-être. Mais dans bien d'autres domaines, par exemple, pour ceux d'entre nous à gauche, nous savons que la propriété, la liberté vis-à-vis de la propriété, sera toujours limitée. Ainsi, lorsqu'un milliardaire accumule toutes sortes de terres, je veux dire des domaines entiers et encore des domaines de biens immobiliers, cela signifie qu'il y aura de l'itinérance, car la terre est fondamentalement limitée. Donc lorsque nous essayons de penser la liberté de manière globale, il y aura forcément des restrictions. Et lorsque l'on en vient à la question de savoir ce qu'est une restriction efficace, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, j'ai tendance à revenir sans cesse à cette question de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, en me référant à tous les philosophes, d'Adam Smith à, vous pouvez en citer d'autres. Ainsi, la question de la justice revient sans cesse. Si nous rejetons cela, sur quelle base pourrions-nous alors évaluer quel type de liberté est légitime et quel type de liberté ne l'est pas? Oui, oui. Question profondément philosophique, mon frère. Aucun doute là-dessus, vraiment. Mais d'abord, commençons là où tu as commencé. Quand on a été réduit en esclavage, ou quand on t'a appris à te détester toi-même, c'est une certaine forme de tyrannie. C'est une forme de servitude, une forme d'asservissement. Et venir de ce point de vue signifie que la liberté aura beaucoup plus de poids que la justice. Parce qu'on peut avoir un salaire juste au sens marxiste. Et c'est une plaisanterie. Parce que si tout le système repose sur la domination et l'exploitation,
Alors il ne s'agit que d'une certaine forme d'équité relative à un système injuste de domination. Tu peux traiter un frère ou une sœur réduit en esclavage avec justice sur la plantation, mais tant qu'ils possèdent la plantation, ils restent des esclaves. Tu vois donc que la justice dépend toujours du contexte. Il faut une notion qui remette en question le système lui-même. Et ce n'est pas un hasard si la justice, depuis les Grecs et les Romains, disons en Occident, est représentée par la cécité, n'est-ce pas? La liberté, ce n'est pas la cécité, mon ami. Il faut être capable de voir la domination. Il faut même être capable d'imaginer la domination. Mudhyar Jyotishman, mon cher frère, le souligne. C'est un point puissant. Même les personnes qui peuvent potentiellement être dominées ne sont pas libres. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ces possibilités réelles et concrètes de subjugation et de domination. Et donc, encore une fois, vous savez Marx, et Marx tient cela de Hegel, et je pense que c'est une véritable intuition. Nous parlons ici de la valeur précieuse de l'individualité, toujours liée à la communauté, de sorte que les individus peuvent mener des vies d'épanouissement et de floraison lorsqu'ils vivent dans des sociétés et des communautés où ils ont accès aux ressources, à des formes de reconnaissance et de respect de soi, ainsi qu'à la confiance en soi et au contrôle des institutions qui façonnent leur destin. Voyez-vous, c'est ça, la liberté. J'ai eu la chance d'étudier auprès d'une figure immense, John Rawls, qui a écrit ce texte classique, avec lequel je sais que vous vous débattez, n'est-ce pas? Je me revois encore assis au premier rang, écoutant ses cours. Je peux m'imaginer dans son salon, avec sa sœur et sa femme. C'était mon cher frère. Nous nous disputions sans cesse à ce sujet, car il venait d'une tradition libérale où la justice est la notion fondamentale. Et nous lui disions, « Eh bien, professeur Rawls, et la liberté alors ?» Eh bien, j'ai eu droit à des remarques en rouge. Ce n'est qu'une seule note de bas de page. Le livre d'Alvin Harris sur Marx, une seule dans tout l'ouvrage. Josh Cohen et les autres lui ont mis la pression. Alors Rawls a eu la gentillesse de dire « Peut-être devrais-je lire Marx ». Il a lu Marx un été, en allemand, 4 textes majeurs, l'idéologie allemande et d'autres. Et il est revenu en disant « Il vit dans un monde qui m'est étranger ». Il a été très honnête, car tout y tourne autour de la liberté collective, la liberté sociale, le contrôle du mode de production et ainsi de suite. Et les gens disent, eh bien c'est autoritaire, c'est fasciste, c'est la route vers la servitude, et ainsi de suite. Il ne fait aucun doute que le contrôle collectif peut lui-même mener à un contrôle élitiste, comme le contrôle par le parti. Si les gens n'ont pas le contrôle sur le parti, alors on se retrouve avec une autre forme de contrôle par une élite. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est sujet aux abus. Maintenant, toutes ces notions, mon frère, peuvent être manipulées et détournées. Liberté, justice, indépendance, le langage est probablement beaucoup plus conservateur si l'on remonte à Edmund Burke. Tu te souviens qu'il parlait davantage de liberté ordonnée et qu'il s'inquiétait de la dérive vers la licence, tandis que la liberté, à l'origine, relevait plutôt d'un autre type de discours, beaucoup plus lié à la gauche à cette époque. Mais on peut voir comment toutes ces notions sont récupérées de multiples façons. Ainsi, les conservateurs finissent par parler. Milton Friedman parlait de liberté économique. Il parle vraiment de la liberté des individus. Il ne parle pas de la liberté des communautés ouvrières, pauvres, et ainsi de suite. Mais ce qu'il ne voyait pas, bien sûr, c'était les manières dont la concentration du pouvoir dans le secteur privé pouvait mener à des formes très atroces, non seulement d'exploitation, mais aussi de domination. Hayek parle de la route de la servitude. Il pense qu'il n'y a qu'une seule route. En réalité, il y a une multitude de routes vers la servitude. Et c'est l'un des points que les traditions marxistes et socialistes comprennent.
mais il faut l'ancrer dans l'expérience du contexte historique des gens. Et c'est là que la suprématie blanche et la suprématie masculine jouent un rôle important. Et c'est pourquoi nous défendons aussi nos précieux gays, lesbiennes et personnes trans. Parce que ce sont des questions morales, mais aussi liées à certaines formes de tyrannie en rapport avec leur expérience vécue. Mais si l'on s'en tient uniquement à cela, on ne parvient pas à comprendre le mode de production capitaliste. On ne parvient pas à comprendre l'impérialisme. Il devient alors difficile de saisir ce qui se passe dans le génocide à Gaza et pourquoi les États-Unis et les pays européens autorisent et soutiennent ce génocide barbare, ce nettoyage ethnique et ce régime d'apartheid, et ainsi de suite. Il faut être capable de dire toute la vérité. Et dire toute la vérité signifie que nous devons aussi être critiques envers nous-mêmes, car nous sommes tous façonnés par les mêmes choses dont nous parlons. Je voulais simplement faire référence, pour nos téléspectateurs, à la théorie de la justice de Rawls, ainsi qu'à l'idée de la justice d'Amartya Sen, qui a été écrite en réponse à la théorie de Rawls, et qui est, à bien des égards, beaucoup plus complète, car elle prend en compte les traditions orientales, ou disons les traditions asiatiques et du Sud global. Elle s'appuie sur les traditions bouddhistes, la philosophie indienne ancienne et les traditions chinoises, et elle propose également des réflexions plus approfondies sur le genre, ainsi qu'un certain dialogue avec la tradition marxiste, bien que de manière insuffisante. Bien sûr, il n'y a pas d'engagement substantiel avec la tradition dalit, ni avec la tradition noire. Oh, et Betke, où est donc ce Betke et son héritage, oui. C'est donc clairement un maillon manquant. S'en passe à la question des capacités et des différentes manières de les développer. C'est une façon d'aborder des contextes historiquement spécifiques. Rawls, lui, s'occupe de critères abstraits dans la tradition kantienne. On a donc vraiment des approches très différentes. Je me sens beaucoup plus proche de Sen, comme tu peux l'imaginer. Mais nous lisons attentivement les deux pour voir quelles perspectives profondes ils offrent et quelles limites ils présentent chacun. Oui, voici ce bel exemple d'une flûte et de 3 enfants qui en revendiquent la possession. Le premier dit, « Le bois vient de la forêt de mon père, donc elle devrait m'appartenir. » Le deuxième dit, « Je suis le meilleur joueur de flûte, donc elle devrait me revenir. » Et le troisième dit, « Je ne pourrai jamais m'en offrir une, donc elle devrait m'être donnée. » Ces 3 arguments représentent 3 traditions différentes. La tradition libertarienne, la tradition utilitariste et la tradition socialiste ou égalitariste. Et Sen explique qu'il est très difficile de trancher d'une seule manière, tant qu'on ne dispose pas de plus d'informations sur la nature de l'utilité de cette flûte. Est-ce quelque chose comme l'éducation de base, comme l'astronomie? En fin de compte, tout dépend du besoin de recueillir toujours plus de données pour parvenir à une réponse unique, si l'on en souhaite une. Sinon, l'idée de justice possède de multiples dimensions qui lui sont propres. C'est tout à fait vrai, mon frère. C'est tout à fait vrai. Je veux dire, le problème, c'est que tu as commencé par la stratégie et les tactiques. Tu sais, on disait autrefois que si les pauvres et les travailleurs pouvaient voter pour leur liberté, la classe dirigeante rendrait le vote pour la liberté illégal. Et il y a une part de vérité là-dedans. Il faut utiliser le système électoral, mais il est tellement étroit, vidé de sa substance, tronqué et tellement dominé par l'argent, que les deux parties sont complètement corrompues. Et si tu ne parviens pas à proposer une alternative, tu vas sans cesse produire ces figures qui déçoivent le peuple, parce qu'elles finissent soit par se vendre, et je ne pense pas que le frère Serrano se vendra. Je ne pense pas que ce soit ce genre de frère,
mais je crois qu'il finira par être tellement bien adapté et tellement bien intégré à un statu quo bâti sur le dos même des gens dont il se préoccupe qu'il ne pourra pas manœuvrer comme il le souhaiterait. Beaucoup d'entre nous ont connu cela avec David Dinkins. David Dinkins était aussi membre du DSA. C'était pas le genre de frère radical enfin, il n'était pas aussi radical que Serrano. Et Serrano n'est pas si radical que ça, mais il était plus radical que David Dinkins, je crois. Mais David Dinkins disait qu'il rencontrait chaque lundi le gouvernement permanent de New York. Et le gouvernement permanent de New York, c'était Wall Street, c'était les grandes entreprises. Et ils lui ont simplement fait savoir, écoute, on s'en va, frère. Si tu penses à un programme progressiste sérieux, on quitte la ville. Et tu dis, eh bien, confronte-le, mec. Tu sais, c'est comme ça qu'on gère les tyrans. C'est comme ça qu'on gère Trump. Trump agit comme s'il était si dur. Et j'aime ça avec les frères autour de Trump. Tu le confrontes simplement. Voilà ce en quoi je crois. Voilà ce que je fais. Tu n'es pas mon principal point de référence. Non, je ne suis pas un parasite sur ton hôte. J'aime ces gens. Je me bats pour ces gens. Point final. Tout ce que tu vas faire, c'est m'écraser ou me tuer ou peu importe. Je suis en train de tomber. Hé, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Mais Dinkins! Oh, Dinkins! Tu sais, il s'est ramolli vite, mec. Il pensait à sa réélection et s'est quand même fait battre par Giuliani. Mais c'était ce gouvernement permanent. Et ce gouvernement permanent, c'est quelque chose, mec. Ces grandes entreprises, c'est quelque chose. Mais il faut dire la vérité aux gens. Ne mens pas au peuple. C'est ce que Cabral disait, non? Ne revendique pas de victoire facile. Ne dis pas de mensonges. Dis la vérité aux gens. C'est ce que j'essaye de faire. Je n'y arrive juste pas. Nous comprenons. Nous comprenons. Mais je ne veux tout simplement pas que le grand public pense que le socialisme se résume à des bus gratuits et à 5 épiceries d'État, et ainsi de suite. Non. Le socialisme consiste à démanteler ces monopoles. C'est aller droit au cœur du mode de production capitaliste. Et nous pouvons en parler, même si nous ne pouvons pas en tirer de possibilités concrètes pour le moment, mais il faut être honnête à ce sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut simplement être honnête à ce sujet. Comme un chrétien qui suit Jésus et qui est prêt à mourir. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, de donner un peu d'argent et de revenir être la même personne au comportement de voyou qu'on a toujours été. Non, il faut dire la vérité. Être marxiste, c'est œuvrer à la transformation révolutionnaire d'un mode de production capitaliste qui est exploiteur et incapable de satisfaire les besoins fondamentaux du peuple. C'est cela, la norme. Ne l'abaisse pas simplement parce que tout s'est déplacé si loin vers la droite. La vérité ne fonctionne pas ainsi. La liberté ne fonctionne pas ainsi. L'intégrité ne fonctionne pas ainsi. L'amour ne fonctionne pas ainsi. Et c'est là l'essentiel, mon frère. Il faut aimer le peuple, mon ami. C'est ce que disaient Malcolm, Martin, Ella Baker, Curtis Mayfield, Nina Simone, mon frère. Il faut aimer le peuple, être prêt à dire la vérité et prêt à mourir pour lui. C'est cela le meilleur de la lutte pour la liberté des Noirs. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais je pense que ça va rebondir. Oui, vraiment. Ça va rebondir. J'étais justement avec un groupe d'emoji, 2500 jeunes noirs formidables, et ils étaient solidaires de ce qui se passe à Gaza. Ils étaient dans la solidarité. Mais même les blancs pauvres du Kentucky, eux aussi étaient solidaires des paysans sans terre au Brésil, des travailleurs sans terre même. Mais ils reconnaissent toujours qu'on ne s'attaque pas à la suprématie blanche au cœur des États-Unis. Tu ne vas pas assez loin, mec. Tu vas tout simplement pas assez loin. Tu ne peux pas t'allier avec la police. Tu ne peux pas contrôler ta police. Alors, tous les discours du monde sur le socialisme ne veulent pas dire grand-chose. Si tu ne peux pas arrêter le stop and frisk, de quoi parle-t-on?
Je veux parler de religion avec vous. J'ai essayé de lire certains de vos travaux, et ce que j'ai compris au fond, c'est que vous considérez la religion, d'une certaine manière, comme un mode de recherche de la vérité, une forme de soin envers les opprimés, et une expression du courage moral et de la conviction nécessaire pour lutter. Pour vous donner un peu de contexte, je viens d'une famille athée, très opposée à l'idée de Dieu. Et dans le contexte indien, marqué par le système des castes et les problèmes de superstition, nous avons grandi dans cet environnement. C'était aussi les années 1900 et 2000, quand l'Inde connaissait une croissance économique, et qu'il y avait, au sein de la classe moyenne, ce sentiment que nous avancions vers une société axée sur la technologie, où la science constituait le fondement de la croyance et la voie du progrès. Certaines de ces choses peuvent maintenant sembler relever d'un positivisme grossier, et ainsi de suite. Et puis bien sûr, ma plongée plus profonde dans le marxisme, quand je suis devenu marxiste, je n'avais pas cette allergie envers la religion, parce que c'était aussi l'époque où j'ai commencé à lire davantage et à comprendre que la religion contient tant d'éléments différents. Elle peut être diamétralement opposée. Elle peut être la tradition latino-américaine de Zizou, qui lutte contre l'impérialisme américain, ou bien l'église méthodiste d'U.P. Thompson, qui enseigne aux gens comment être pauvres, comment être frugaux et vivre dans l'austérité. Mais toi, je voulais te demander, qu'est-ce que la religion pour toi? Pourquoi est-elle importante? Et comment la réconcilies-tu avec la totalité de ton processus de pensée? Non, non, en effet. J'apprécie ces questions. C'est un domaine merveilleux, vraiment. Mais si l'on remonte au latin liger, religer, cela signifie lier et relier autour des choses que l'on chérit le plus. Et cela se distinguait de la superstition, en remontant à Lucrèce, parce qu'il existe des manières de lier et de relier les gens à ce qu'ils chérissent le plus, liés à un mode de vie. C'est pas seulement lié à des engagements cognitifs ou à diverses croyances, voyez-vous. Malheureusement, la religion tend à être réduite à la question de savoir si l'on croit en Dieu ou non, si l'on est athée ou théiste. Eh bien non. Voyez-vous, lorsque l'on pense aux formes de liens, aux structures de sentiments et aux structures de valeurs, pour reprendre le langage de Raymond Williams, elles sont liées aux manières dont les gens sont constitués et aux façons dont ils sont fortifiés pour affronter les catastrophes de la vie, la mort, la terreur, la déception, l'oppression et la domination. Comment résistent-ils? Comment persévèrent-ils? Comment endurent-ils? Des récits, des symboles, diverses choses mobilisées pour y parvenir. Eh bien, vous savez, ma thèse, je l'ai écrite il y a presque 45 ans maintenant à Princeton, a été publiée par Month Review. Que Dieu bénisse mon cher frère Paul Sweezy et Harry Macduff. Oh, ces frères me manquent. Et Fred Jameson me manque aussi avec Social Text. Mais ils ont publié un texte, La dimension éthique de la pensée marxiste. Qu'ai-je essayé de faire? J'ai essayé de raconter une histoire sur le développement de Marx lui-même, de Kautsky, de Lukács et d'Engels, en tant que penseur éthique. Non pas parce que l'éthique est une discipline isolée, mais parce qu'il y a un élément éthique, une dimension éthique, dans une analyse marxiste. Parce que Marx est profondément enraciné dans l'histoire, il comprend l'éthique dans la Sittlichkeit, au sens hégélien. Ce sont les communautés éthiques qui unissent les gens. Tout mouvement marxiste sérieux, ou tout parti marxiste sérieux, possède une dimension éthique. S'il n'en a pas, il ne sera composé que d'une bande de gangsters de gauche, des gens qui manipulent le pouvoir, se trahissent et se dominent les uns les autres, et ainsi de suite. Non, ils sont là parce qu'ils aiment le peuple. Ils sont prêts à se sacrifier pour le peuple. Et on le voit chez Che et chez tant d'autres. L'amour joue ici un rôle crucial, et Marx en était très conscient. J'ai essayé de le souligner il y a presque 50 ans maintenant, et je le crois toujours.
Mais c'est vrai pour d'autres traditions également. Les R.H. Toney, qui étaient des socialistes chrétiens, les Martin Luther King Jr., qui étaient des socialistes chrétiens, et les Haji Must, socialistes chrétiens. Mais il y a aussi des socialistes bouddhistes, il y a des socialistes judaïques, toute une riche tradition de socialistes judaïques, dont beaucoup étaient critiques à l'égard des projets sionistes. Beaucoup ne l'étaient pas, mais beaucoup l'étaient aussi. Nous venons de perdre le grand Arthur Wascoe, et Michael Lerner ainsi que d'autres ont été très critiques à leur manière profondément prophétique issue du judaïsme. En ce sens, mon frère, je pense que là où nous serions certainement d'accord, c'est que nous voulons toujours commencer par la spécificité historique, le contexte, les circonstances, les dynamiques qui évoluent au fil du temps, et les choix que les gens font dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies, qu'ils décident de rejoindre des mouvements de liberté, ou peut-être ce que tu appelles des mouvements de justice, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Ceux qui visent à donner du pouvoir aux pauvres et aux travailleurs. Mais il faut disposer d'outils d'analyse. Or, ici, la tradition religieuse échoue complètement. Elle ne possède ni théorie sociale, ni outils analytiques, permettant de comprendre les structures de domination de manière spécifique. On peut parler de la cupidité, on peut parler de la haine, on peut parler de la paresse et d'un certain nombre d'autres caractéristiques de toute société humaine. Mais il faut disposer d'outils d'analyse sociale. Et c'est là que les sciences sociales deviennent importantes. C'est là que les sciences naturelles deviennent importantes. Il n'existe pas de chimie chrétienne, de physique chrétienne, de mathématiques chrétiennes. Non, non. Une éthique chrétienne? Non. Il n'existe pas d'éthique chrétienne si on la considère comme une discipline isolée. Il existe une dimension éthique dans les modes de vie chrétiens, tout comme il existe des dimensions éthiques dans les modes de vie marxistes, bouddhistes, et ainsi de suite, voyez-vous. Et mon intuition, mon frère, c'est que lorsque tu grandissais, tu te heurtais à beaucoup de gens profondément religieux dans les mêmes manifestations. Vous alliez en prison ensemble, vous aviez des conversations intéressantes. Moi et le frère Carl Dix, il est athée jusqu'au bout, communiste jusqu'au bout. Bien sûr, je prendrais une balle pour lui, il prendrait une balle pour moi. Nous avons été en prison tant de fois, et nous débattons de toutes sortes de questions et de problèmes, parce que nous partageons une même orientation vers l'émancipation des travailleurs. Mais c'est un marxiste convaincu, et moi je suis quelqu'un d'ouvert aux outils d'analyse et aux dimensions éthiques de la tradition marxiste. Mais au bout du compte, je me considère comme un disciple de Jésus. Je voudrais poser ma prochaine question à propos de l'aspect non rationnel de nos vies. Je veux dire du côté rationnel, qu'il s'agisse des sciences sociales ou des sciences naturelles. Bien sûr, les deux ont tendance à être plus convaincantes, du moins pour moi, que les outils religieux. Mais lorsqu'il s'agit de choses comme l'amour, la compassion, la solidarité, je soupçonne qu'il n'existe aucun moyen de les quantifier. Je pense que le monde non rationnel dans lequel nous vivons est peut-être même plus vaste que le monde rationnel, même si ce dernier semble plus dominant, car la science, la technologie et les politiques publiques sont les sphères dominantes de notre société. Alors peut-être que le monde non rationnel vit à l'intérieur des relations interpersonnelles, des familles, et ainsi de suite. Mais néanmoins, je voulais vous interroger sur les limites du cadre rationnel aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'aborder le non rationnel. Pour préciser un peu ma question, j'ai réfléchi à l'utilité de l'analyse marxienne lorsqu'elle est appliquée à une œuvre d'art, une œuvre littéraire ou une pièce musicale. Ce que l'on constate, c'est que le cadre marxien peut très bien analyser le thème, sur qui l'auteur ou le peintre écrit ou peint, comment l'élite dirigeante est décrite ou comment les pauvres et les travailleurs sont représentés.
Il est en effet efficace pour dévoiler l'idéologie. Effectively is good at unpacking ideology. Sometimes we can also unpack the whole production process. What is the Parfois, nous pouvons également décortiquer tout le processus de production. Qui est le public, combien d'argent y a été investi, où cela se vend, le mode d'échange. Mais là où cela me semble échouer, c'est dans l'analyse littéraire. Comment les mots se relient entre eux? Quel est le ton? Quelle est sa puissance ou sa capacité à évoquer une émotion? Est-ce que cela touche notre corde sensible? Ma question pour vous, professeur Wes, est donc la suivante. Un cadre marxien est-il vraiment adéquat pour une analyse littéraire ou pour analyser la véritable valeur littéraire? Pas seulement l'idéologie et tout cela, mais la valeur littéraire ou artistique de choses comme la musique, une œuvre d'art, un poème, etc. Oui, on pourrait organiser un long séminaire sur ce sujet. Lisez un peu de Fredric Jameson, d'Adorno, de C.L.R. James et d'autres, car je soutiendrai que le meilleur de l'analyse marxiste est indispensable, mais qu'au final, elle reste insuffisante. Elle peut parler des conditions et des circonstances dans lesquelles ces textes sont produits. Elle peut parler de l'histoire à l'intérieur du texte, qu'il s'agisse des notes musicales chez Beethoven, Coltrane, Aretha Franklin, ou des phrases de Joyce, Toni Morrison ou Jonathan Swift, car il y a de l'histoire dans le texte lui-même, l'histoire des mots, l'histoire du genre, et ainsi de suite. Mais au bout du compte, lorsqu'il s'agit d'affronter la mort, l'angoisse et la déception, et de réfléchir à sa propre finitude. Vous voyez, le postulat de toute analyse marxiste, c'est que la finitude relève de l'historicité, des modes de production ou de quelque chose de ce genre. Et c'est vrai. Mais la réflexion sur la nature même de la finitude, pourquoi les gens meurent-ils? Qu'a fait Marx quand Jenny est morte? Il errait dans la maison avec sa photo dans la neige, en pleine autodestruction. Engels a dû aller le chercher. On pourrait penser qu'il aurait dû s'y préparer, qu'il aurait dû être fortifié pour cela. Mais nous savons que l'amour blesse à ce point, parce qu'il aimait Jenny. Ce n'était pas toujours facile, mais il aimait Jenny. Nous le savons. Et c'est humain. Ce n'est qu'un exemple. Pourquoi Balzac était-il son romancier préféré? Balzac était royaliste, mais il parlait de la lutte des classes, et il écrivait aussi avec puissance. Je pense que Stendhal est un meilleur écrivain, mais nous aurions une discussion à ce sujet, chacun à notre manière. Alors, quand il s'agit de ces choses que tu appelles le non rationnel, pour moi, je n'aime pas trop cette idée de binarité. Je pense simplement que la vie humaine est faite d'une grande variété d'éléments différents. Il y a la cupidité, la haine, le ressentiment, l'envie, mais aussi la joie, l'extase, la béatitude. Il y a aussi la solitude et l'isolement. Il y a parfois un désespoir profond, très profond. Le désespoir au détail est différent du désespoir en gros. Freud, en 1918, parlait de deuil et de mélancolie, n'est-ce pas? On peut surmonter son deuil, mais avec la mélancolie, on reste bloqué. Eh bien, le désespoir en gros, on reste bloqué. Le désespoir au détail, bien sûr qu'on va désespérer quand sa mère meurt, ou quand son père meurt, ou quand son enfant meurt. Mon Dieu, c'est humain. Quelle est l'analyse marxiste de la réaction à la mort de ma mère? Eh bien, tu n'y vas pas pour ça, Marx. Je n'essaie pas d'expliquer tout. J'essaie de comprendre le mode de production capitaliste et son fétichisme de la marchandise, et pourquoi ces précieux travailleurs sont dominés et exploités de cette manière, compte tenu de la relation de pouvoir asymétrique sur le lieu de travail. Et je peux en raconter toute l'histoire, issue du féodalisme. C'est là le génie de la tradition marxiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas l'appliquer à des domaines où lui-même reconnaissait que ce n'était pas une explication universelle de tout. Quelle est l'analyse marxiste des protons et des neutrons? Il n'a rien à dire là-dessus. Laissons cela aux physiciens. En ce sens, je peux apprécier Marx de cette manière. Vraiment, je le peux, je le fais. Je ne crois pas qu'aucune théorie détienne le monopole de toute explication.
pas une seule. Ma dernière question, professeur West. Nous faisons de notre mieux pour renforcer la solidarité internationale à un moment où les divisions se sont considérablement accentuées et où les États-Unis se déplacent de plus en plus vers la droite. Le Sud global, en particulier, a été étranglé. Pas pour la première fois, mais probablement de manière très flagrante. Ma question pour vous est la suivante. Si vous pouviez partager quelques réflexions sur la solidarité internationale, comment pouvons-nous l'approfondir et l'élargir? Bien sûr, récemment, le génocide en Palestine a rassemblé de nombreuses personnes, même si c'est une tragédie à bien des égards. Il y a ensuite d'autres forces que nous avons observées au cours des 2 dernières décennies, notamment le rapprochement entre le mouvement Dalit en Inde et le mouvement noir aux États-Unis, qui cherchent à dépasser les cadres nationaux ou nationalistes. Ils ont placé l'oppression au centre, la liberté au cœur de leur mouvement, dans une forme de solidarité internationale qui dépasse leurs élites et la bourgeoisie, si l'on veut. Quelles sont, selon vous, certaines des choses qui viennent à l'esprit lorsque nous parlons d'une communauté internationale au sens radical? Mais je pense simplement que nous devons élever nos voix aussi fort que possible, surtout pour les peuples qui ont le sentiment d'avoir été complètement ignorés et abandonnés. C'est l'une des raisons pour lesquelles le génocide à Gaza constitue un tournant, parce qu'il met à nu toute prétention au droit international, aux droits humains ou à l'état de droit. Il est très clair qu'il s'agit d'un génocide barbare. Il est très clair que les gens ne diraient ni ne feraient rien contre des personnes précieuses, 20 000 précieux bébés palestiniens. On pourrait continuer encore et encore. Toutes les universités, la plupart des hôpitaux, et pourtant aucun grand pays, ni groupe de pays, n'est assez fort pour y mettre fin. Nous avons eu des voix, mais nous devons être encore plus intenses à cet égard. Mais je dirais la même chose à propos du Soudan et à propos de la tentative de suivre l'Africom et les diverses tentacules impériales des États-Unis et des pays transatlantiques. Je dirais la même chose à propos d'Haïti. Je dirais la même chose à propos des pays d'Amérique latine et de l'Asie aussi. Mon Dieu, l'Inde. Je veux dire, Modi et Trump sont à bien des égards des cousins proches. Ils utilisent certains éléments tirés de leur propre manuel, pour ainsi dire. Donc la solidarité au niveau international reste fondamentale, mon frère. Mais nous devons aussi être moralement cohérents. C'est-à-dire que, si nous sommes noirs, nous devons reconnaître à quel point notre bourgeoisie noire peut être décadente. Si nous sommes africains, nous devons reconnaître à quel point notre bourgeoisie africaine peut être décadente. Si nous sommes musulmans, nous devons reconnaître à quel point notre bourgeoisie musulmane peut être décadente. Juive aussi, et ainsi de suite. Ce type de cohérence morale, cet internationalisme et cet universalisme enracinés dans des luttes particulières, le local et le global allant de pair, sont plus importants que jamais. Car le fascisme et le nihilisme sont aujourd'hui les mouvements les plus ascendants dans le monde et pourraient finir par remettre en question les conditions mêmes de la possibilité de l'existence de la vie humaine. Mais nous ne devons en aucun cas nous décourager. Non, 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 non. C'est là que je me replie sur ma propre tradition. Tu vois, je suis un homme du blues au plus profond de moi, mec. Et le blues consiste à ne jamais nier la catastrophe, à l'exprimer lyriquement de manière à la transfigurer artistiquement en tremplin pour la voix, pour la vocation, pour des vertus comme le courage, pour des mouvements, pour des tentatives de transformer les conditions dans lesquelles ces gens qui pleurent, nous qui pleurons, du fond de nos cœurs et de nos âmes, pour un monde meilleur. C'est ce genre d'élément utopique qui n'est jamais, au grand jamais, éliminé. Aucun camp de concentration, aucun fascisme, aucun Trump,
aucun maudit, ni quoi que ce soit d'autre ne peut jamais nous l'enlever, mon frère. Pas du tout. Et pour les Noirs, depuis 400 ans, c'est en un sens presque un miracle que nous soyons encore là, saints d'esprit, compte tenu du niveau de haine auquel nous avons dû faire face et endurer. Et pourtant, on l'entend encore, ça balance, mon frère. Et ça ne veut rien dire si ça n'a pas ce swing. C'est Duke Ellington. Faire de la dissonance une manière de vivre liée à la résistance. C'est une belle tradition. Chaque communauté, chaque empire, chaque civilisation a ses formes de résistance. Certaines religieuses, d'autres non religieuses. Elles se recoupent, et ainsi de suite. Mais nous voulons simplement mettre l'accent sur les dimensions morales et spirituelles de tout cela. Tout à fait. Garde le style et le sourire. Mais mon frère, ce fascisme qui s'intensifie est barbare, mec. Tu le sais, et je le sais, et on ne peut pas essayer de le désodoriser ou de l'adoucir. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Nous en resterons à cet esprit révolutionnaire, je dirais. Professeur Wes, ce fut un privilège incroyable et une formidable expérience d'apprentissage de discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre temps. Je te salue, mon frère. Reste fort. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne voulez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Forget to hit the subscribe button.